Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 70e anniversaire du déclenchement de notre glorieuse révolution. C'est une date sacrée, un moment de recueillement et de fierté pour tout le peuple algérien, où qu'il soit. Il y a 71 ans, nos aînés ont fait le choix héroïque de se lever, prouvant que la volonté d'un peuple uni est inébranlable face à l'injustice. Nous nous inclinons avec le plus grand respect devant le souvenir de nos millions de Shohada, dont le sang a cimenté la souveraineté de notre patrie. Leur courage est l'héritage le plus précieux de notre nation. En tant qu'association Fraternité algérienne de Mons-Borinage, notre rôle est de maintenir cette flamme vivante. Notre fraternité est le prolongement de l'unité qui a triomphé en 1954. C'est en cultivant cette mémoire et en la transmettant aux nouvelles générations ici que nous honorons le serment des martyrs. Restons unis autour de cet idéal, que l'esprit du 1er novembre continue d'être notre boussole. Gloire à nos martyrs, vive l'Algérie, libre, indépendante et unie. Voilà. Alors, je vous invite tout d'abord à vous lever pour écouter l'hymne national algérien, symbole de notre indépendance et de notre unité. Nous rendons ensuite hommage aux liens d'amitié et de respect qui unissent nos deux nations en écoutant l'hymne national belge. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie. Nous le jurons tous, tu vivras, toujours grande et belle. Et ton invincible unité aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Aura pour devise immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. 71 ans se sont écoulés depuis que l'Algérie a conquis son indépendance après 132 ans de colonisation française. Et en ce jour de commémoration, c'est une vérité trop longtemps ignorée qui me pousse à parler du rôle dans cette guerre d'indépendance des femmes, des combattantes de l'ombre, qui ont contribué parfois au prix de leur vie à la libération de toute une nation. Alors oui, aujourd'hui, je vais me souvenir de leur nom, de leur visage,
de leurs pas précipités dans les ruelles étroites de la Casbah. Certaines, comme Jamila Bouhired, sont devenues des icônes. Et comme beaucoup de femmes de ma génération, c'est à l'héroïne nationale que je dois mon prénom. Ben oui, alors petite anecdote personnelle. Est-ce que vous savez que moi, j'aurais dû m'appeler Shahrazad? Ah, vous imaginez Shahrazad. Eh oui, c'est le prénom que ma mère avait convenu et avec le recul, il m'aurait tellement bien plu ce prénom. Moi qui ai passé ma vie de comédienne, de conteuse, de bibliothécaire, de passeuse d'histoires à les raconter pendant des centaines et des centaines d'heures à des générations d'enfants. Toutes ces histoires-là. Ben oui, ça m'aurait bien plu. Shahrazad, ça tonne bien hein, dans les contes des mille et une nuits. Et bien voilà, à la dernière minute, en allant déclarer ma naissance à l'état civil de la commune de Mons, mon père, Allah ar-Rahman, a changé d'avis et il a décidé de changer Shahrazad en Jamila. Bon, c'est beau aussi, hein, Jamila. Oui, Assia, c'est beau. Hein. Et bien Jamila en l'honneur de Jamila Bouhired. C'est une anecdote que je partage rarement, mais si je vous la partage à l'instant, c'est que spécialement aujourd'hui, je le porte fièrement. Oui, je porte fièrement ce prénom devant vous, comme un étendard. Mais bien sûr, aujourd'hui, nos pensées vont aussi à toutes ces autres femmes qui se dressent discrètement dans l'ombre de Jamila Bouhired, car si la majorité d'entre elles sont restées anonymes, effacées des manuels scolaires, et oubliées, voire volontairement invisibilisées par les discours officiels, eh bien, elles étaient pourtant bien là, ces femmes. Et sans leur part d'héroïsme quotidien, l'Algérie libre ne serait restée encore que pour longtemps qu'un rêve. Quand la guerre a éclaté en novembre 1954, qui aurait cru que des femmes condamnées et confinées aux tâches domestiques bousculeraient le carcan de la tradition et accouraient avec tant de courage et de détermination sur le champ de bataille. Pourtant, dès 1955, leurs noms apparaissent dans les journaux. Elles étaient infirmières, messagères, couturières, cuisinières, propagandistes et parfois même poseuses de bombes. Elles venaient de tous les horizons, rurales ou citadines, instruites ou analphabètes. Ce qui les unissait, c'était la douleur d'un peuple que plus d'un siècle de colonisation française avait profondément et durablement humilié, opprimé, privé de dignité. Qu'il suffise de nous rappeler que 10 ans avant le début de la guerre d'indépendance se déroulait le 8 mai 1945 l'épouvantable massacre de Sétif. Ce jour-là, les forces françaises, réprimant des manifestations pacifiques, massacrèrent des milliers et des milliers d'Algériens. Pour beaucoup de femmes, ce fut un tournant. Elles ont cessé d'attendre que d'autres parlent à leur place. Et voilà pourquoi, pendant 10 ans, 10 ans plus tard, elles allaient quitter leur foyer pour un idéal. Une Algérie libre, souveraine, debout. Certaines sont montées au maquis sans prévenir leur famille. Là-haut, dans les montagnes, elles ont découvert la faim, le froid, la fatigue. Beaucoup d'entre elles, très jeunes, furent là pour la première fois en contact avec l'affreuse réalité de la guerre et de la mort. Et puis, il y avait les Fidayat, celles qui acceptaient de mourir pour la cause, quoi. Jamila Bouhired en faisait partie. Issue d'une famille de classe moyenne, elle était instruite et cultivée. En 1956, elle intégra le réseau de poseurs de bombes du FLN. Sous son hayek, elle dissimulait des explosifs dans des sacs de plage et souvent, un large sourire lui suffisait pour passer sans contrôle les barrages. Le 30 septembre, elle déposa une bombe au Milk Bar, un café prisé par les Européens d'Alger. L'explosion fit des morts, des blessés, oui, des enfants aussi. Car hélas, face à la sauvagerie de la répression de l'oppresseur colonial, la seule et terrible issue possible pour l'opprimé colonisé, c'est à certains moments de l'histoire l'attentat terroriste. Arrêtée et puis torturée, elle ne dit rien. Elle résista à l'horreur, répondit d'un seul mot à son bourreau, « fumier ». Lors de son procès, alors qu'on l'accusait de terrorisme, on la condamna à mort. Et elle éclata de rire. Un salutaire rire d'insolence jeté à la face de ses juges, de ses bourreaux, de l'armée d'occupation, de la colonisation.
C'était un rire de victoire. Car ce jour-là, dans la salle d'audience, eh bien, elle riait pour l'Algérie, qui se relevait enfin. Son procès bouleversa l'opinion publique internationale grâce à une campagne acharnée menée par son avocat Jacques Vergès, qui fut plus tard son mari. Elle fut graciée et puis libérée en 1962. Mais elle n'était pas la seule. Je pense à Hassiba Ben Bouali, tombée à 19 ans dans l'explosion qui la tua aux côtés d'Ali Lapointe. Je pense aussi à Zohra Drif, avocate devenue résistante, qui affronta la guerre avec calme et conviction. Je pense aussi à Louisette Irilariz, qui osa briser le silence sur les viols et la torture qu'elle subit. Non pas pour elle, mais pour toutes celles qui n'ont jamais pu parler, hélas. Ces femmes ont porté la lutte à bout de bras, parfois contre l'ennemi et parfois contre leurs propres frères d'armes. Car même au sein du FLN, les femmes n'étaient pas toujours les bienvenues. On les jugeait incapables, on les reléguait à l'arrière-plan. Pourtant, elles ont forcé les portes, elles ont bousculé les traditions, elles ont défié l'ordre établi. Elles ont pris leur place, non pas parce qu'on leur a donné, mais parce qu'elles l'ont arraché. Et puis, lorsque la guerre d'Algérie s'est achevée en 1962, lorsque l'Algérie a retrouvé sa voie, elles ont attendu. Ces femmes, elles ont attendu. Elles ont attendu qu'on leur dise merci. Elles ont attendu qu'on reconnaisse le combat. Attendu qu'on leur donne une place dans l'histoire. Mais c'est une chape de silence qui les a ensevelies. Un silence pesant, glacial. L'Algérie indépendante n'a pas voulu leur rendre justice. Oui, elles furent oubliées, invisibilisées. Certaines n'ont même jamais reçu de pension, ni même un mot. Leur rôle a été minimisé, gommé, parfois nié. Et pourtant, elles sont là. Ah non, pas dans des livres d'école, non, non. Pas dans les monuments, non, non. Mais dans chaque souffle libre de cette terre d'Algérie. Dans chaque pas que fait une femme algérienne aujourd'hui. Dans chaque voix qui s'élève pour réclamer justice, égalité et dignité. Toutes ces femmes qui sont mortes, ou qui ont aujourd'hui l'âge de vos mères, de vos grands-mères. Aujourd'hui encore, Jamila Bouhired a plus de 90 ans, comme nos mamans. Elle marche avec les jeunes du Hirak, ce mouvement citoyen qui réclame une deuxième république. Et elle marche avec des jeunes femmes d'aujourd'hui qui ont l'âge de nos sœurs, de nos filles, de nos cousines. Les femmes algériennes, celles d'hier comme celles d'aujourd'hui, ne réclament ni couronne, ni statut. Simplement qu'on se souvienne d'elles, qu'on continue leur combat. Parce que tant que leurs noms seront tus, tant que leurs luttes seront invisibles, alors notre liberté ne sera qu'à moitié complète. Elles étaient là, elles sont là, et il est grand temps maintenant de les écouter. Voilà, elles étaient là. Salam alaikum. C'est Madame Zedazi Rabha, née Zedazi Rabha, Nabila, maison Zianid. J'étais ici à côté de Valenciennes, maintenant j'ai déménagé un petit peu loin. J'ai eu le privilège, Malika, elle m'a laissé le privilège de présenter quelques tenues, des tenues traditionnelles algériennes. Et là, comme vous voyez, il y a le caraco algérois. Et le caraco, il est typiquement de la région d'Alger, comme vous le savez. Après, il y a la melhfa shawiya. Et quand on dit le melhfa, c'est que avant, pendant en fait, c'était les anciens qui disaient el lahaf. Ou lahaf, c'était comme un voile, comme un abaya pour la femme, pour se cacher. Elle était beaucoup plus mstoura que maintenant, parce que maintenant on est quand même, on ose montrer les bras et tout, mais avant elle était toute mstoura de haut en bas. Et c'est typiquement de la wilaya de Batna, Shawiya. Voilà. Après, vous avez la robe constantinoise qui est l'Aqsam Tenia là-bas, qui est de la région de Constantine, de l'est de l'Algérie. Souvent, elle est Bordeaux. Souvent, elle est Bordeaux avec travaillée avec du fil d'or.
Et maintenant, on a fait plusieurs couleurs. Vous pouvez trouver en plusieurs couleurs et en plusieurs modèles. Après, vous avez la shidda de la wilaya de Tlemcen. C'est la wilaya de Tlemcen, c'est une shidda qui a été... La shidda, c'est une tenue pronuptiale, typiquement de la wilaya de Tlemcen. Comme il y a des Tlemceniens ici qui disent l'arftan, ça veut dire le kaftan, c'est typiquement le kaftan qui a été enregistré à l'UNESCO, inscrite plutôt au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2012, le 6 décembre 2012. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que maintenant, il y a plein d'autres pays qui prennent le zarrouf, qui disent qu'il est de tel ou tel pays, je ne vais pas citer, mais le zarrouf, il est inscrit avec la shidda. Ça veut dire qu'il est typiquement algérien. Voilà. Et après, là maintenant, on vient pour le hayek. Le hayek, comme vous le savez, il y a le hayek al-marma de la wilaya d'Alger, du centre, et il y a aussi l'ash'ashi de la wilaya de Tlemcen. Mais ce qu'on ne sait pas, il n'est pas vraiment algérien, le hayek. Il est maghrébin. Et il vient de l'extérieur. Et il a apparu en Algérie au XVIe siècle. Oui, vous pouvez faire des recherches et vous allez être étonnés. Parce qu'avant, on voyait que même nos frères marocains tunisiens, ils avaient le hayek chez eux, à côté d'Oujda, et ceux qui sont frontaliers avec l'est de l'Algérie. Ils portaient aussi le hayek. Mais nous, les femmes algériennes, pendant la résistance, ils l'ont utilisé pour transporter dans les couffins, comme vous voyez dans la tenue, les armes pour les moudjahidines. Voilà. Et voilà, ça sera tout. Et moi, c'est mes Ziyanid, celle qui a besoin de tenue algérienne. Marhaba bikoum. Merci beaucoup. Merci. J'explique. Je ne suis pas diplômé en histoire, pour que les gens me disent « Oui, mais là, tu n'as pas dit… » Moi, je suis juste un autodidacte. J'ai appris par moi-même et j'ai commencé depuis l'âge de 15 ans à peu près, à lire beaucoup. Et donc, en histoire et dans les disciplines donc, de sciences sociales, l'histoire, etc., la politique. Alors, comme je vous ai écrit, je suis un éternel apprenant. C'est-à-dire, je pense que je vais mourir avec un stylo dans la main ou un livre devant mes yeux. À partir de 1930, les Algériens comprennent, parce qu'on leur dit dans les partis et tout ça, faites étudier vos enfants, les filles aussi. Parce que jusque-là, la femme, elle est absente. Et donc, les filles, vous allez remarquer que toutes les femmes de la Révolution, elles sont quasi toutes nées entre 1920 et 1940. C'est-à-dire la période où on leur a dit, faites étudier vos enfants, et les filles ont commencé à étudier. Elles vont arriver en 1954, 55, 56, à l'âge de 15, 16, 18, 22, et elles vont s'engager parce qu'elles auront une maturité politique. Et elles vont comprendre la souffrance dans laquelle est leur peuple, parce qu'elles s'assimilent au peuple et non plus aux Français qui nous disaient à l'époque, moi j'ai étudié, juste avant le départ des Français, on avait des livres de Fernand Nathan, on nous disait nos ancêtres les Gaulois. Il y a eu un livre qui a été écrit par Jacques Vergès, qui va devenir son époux en 1965, après l'indépendance, et par Georges Arnaud. Georges Arnaud, je vous rappelle, c'est celui qui a fait un grand film qui s'appelle Le Salaire de la peur. Et Georges Arnaud était un catholique. Et donc, lui, en tant que catholique, il ne pouvait pas accepter qu'un être humain fasse à d'autres êtres humains ces exactions. Voilà. Et il y a beaucoup d'intellectuels français qui ont été dans la bataille contre la France. Heureusement, c'est pour ça qu'il y a eu des femmes qui n'ont pas été guillotinées. Il y en a une que, je me rappelle, Germaine Tillon aussi. Elle a même été en contact avec Youssef Saadi à un certain moment. Un film a été fait par Youssef Chahine en 1958, et en 1959, il est venu pour la rencontrer à Alger, mais il n'a pas pu parce qu'elle était déjà emprisonnée. Je crois qu'il l'avait transférée dans une prison française, au nord de la France. Et ici, bien sûr, elle ne s'arrête jamais. Moi, j'adore son sourire. Elle sourit tout le temps, cette femme. Avec tout ce qu'elle a vu, elle est passée par plein de trucs, elle est tout le temps dans le sourire. Donc, elle était présente au Irak, Hirak,
contre le 5e mandat, et elle était avec les jeunes, avec les moins jeunes. Et ici, elle a été, il n'y a pas longtemps, le 17 octobre dernier, elle a été donc reçue par le président Tebboune, elle a reçu une médaille, la médaille de la grande combattante. Alors celle-là, c'est Jamila Boupacha. Mais Jamila Boupacha, moi, j'aime pas parler de bombes. J'aime pas parler de leur acte. Pour moi, ce sont des moudjahidines, c'est-à-dire des combattantes. Elles ont fait le travail qu'il fallait. Les Français avaient, comme leur avait dit Ben Mehdi, sur une question d'un journaliste français quand il a été arrêté, il dit « Monsieur Ben Mehdi, vous n'avez pas honte de tuer des innocents dans les cafés, dans les bars ?» Il a dit « Monsieur, donnez-nous vos avions et vos destroyers et vos canons et on vous donnera, nous, nos couffins avec les bombes. » Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant la guerre asymétrique. Il y a un mot qui revient depuis quelque temps, la guerre asymétrique. Il y en a un qui a 1000 et l'autre qui a 2. Et celui qui a 2 essaie de se défendre avec 2. Alors elle a été défendue parce qu'elle était condamnée à mort aussi. Elle fait partie des 6 premières condamnées à mort. Et Gisèle Halimi a été son avocate. Et donc elle l'a défendue. Et quand elle voyait, parce que Gisèle Halimi, à un certain moment, on ne lui donnait pas de visa pour rentrer en Algérie. Enfin, pas seulement de visa, ce n'était pas le mot de visa, c'est un sauf-conduit. Donc elle a été alertée les intellectuels français, et une qui a aidé beaucoup, c'est Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir, dans les années 50, elle avait du poids. C'était la campagne de Sartre. Et Sartre aussi était avec l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie l'a un peu oublié. Mais, donc, ce sont des gens qui, quand ils parlaient, les politiques les écoutaient. Ils avaient peur d'eux. Et puis, bien sûr, on demande à Picasso qui était leur ami. Et Picasso, il a fait cette toile qui s'est vendue, je crois, dernièrement, 200 000 €. Et il y a eu aussi un film pour Jamila. Vous pouvez le trouver sur Internet, pour Jamila. Et alors, maintenant, regardez ce visage, serein, tranquille. Elle a fait le hirak. Quand on l'interviewe, elle n'a pas de haine. Elle dit, moi, j'ai fait mon devoir. Elle ne demande rien. On lui a dit, on peut te faire député, tu as ça, tu as... Non, non, je n'ai pas besoin, j'ai fait mon devoir comme tout le monde, merci, au revoir. Voilà, elle est toujours en vie. Alors celle-là, c'est Bouazza, elle est décédée il y a 10 ans. Celle-là, hop, elle a fait ça, elle a fait elle a été prise, et puis une fois qu'elle a... Pardon ? Il y avait beaucoup de Jamilas à ce moment-là. Oui, j'ai fait exprès de les mettre l'une derrière l'autre. Il y avait 5 ou 6 Jamilettes. C'est pour ça qu'à un certain moment en Algérie, dans les années, la dame, elle l'a dit, je crois. Dans les années 50, il y a eu des Jamilettes et des Zohra. Hein? Donc, Jamila, elle a fait, elle a été prise et ils ont voulu faire donc une reconstitution. Donc là, elle est avec son sac et vous allez voir la prochaine dia. On va voir qu'elle est avec un genre de carton avec une bombe. Mais vous avez remarqué quelque chose, elles sont toutes jeunes. Elles ont entre... Il y en a même qui avaient 15 ans. 15 ans, avoir la conscience politique à 15 ans. Les femmes, parce que le colonialisme ne respectait pas les femmes algériennes. Les aides et les solidarités, on a eu en France le réseau Janssen, je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler, ce sont les porteurs de valises. Donc ils prenaient l'argent et les documents pour aller les porter en Suisse ou en Allemagne. Et donc ces gens-là, comme ils étaient français, ils n'étaient pas fouillés. Et vous aviez aussi, à côté de ça, donc ce sont des intellectuels, historiens, professeurs, vous avez aussi le réseau catholique, André Mondouze et des prêtres. André Mondouze, il est connu parce qu'il avait un journal, je crois, qui s'appelait Témoignages chrétiens. Et il faut lire ça, c'est sur Internet, vous les trouvez facilement. Et les réseaux ouvriers, pourquoi ? Les gens, pas le parti, hein, les communistes, les personnes, parce qu'en fait, ils étaient à l'époque en contact avec les ouvriers algériens. Le prolétariat à l'époque, il était important. Maintenant, il y a très peu d'ouvriers. Maintenant, il y a surtout le service. Voilà. En Belgique, c'est les réseaux des libres exaministes. Moi, je suis un libre exaministe. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que je suis maître de moi-même et de mes propos et qu'on ne m'impose pas ce que je ne veux pas accepter. C'est ça un libre exaministe. Il fait lui-même un travail sur lui-même et il s'autocritique et il regarde un peu pour éviter de blesser les gens gratuitement. Et il y a derrière ça un certain humanisme.
Alors, en Belgique, il y a l'Yed al-Hamra en Algérie, on appelait ça l'Yed al-Hamra pour faire peur aux gens, c'est-à-dire la main rouge, mais en fait la main rouge, c'était juste un groupe du SDEC, c'est-à-dire le service secret donc, d'espionnage et de contre-espionnage français, qui avait un groupe de choc, comme ceux qui ont fait le Rainbow Warrior du côté de la Nouvelle-Zélande. Et ils ont assassiné un étudiant, Akli Aïssiou, et un professeur à la perche en faisant, parce que les Belges, ils avaient aussi le même système que le Réjousançon, ils faisaient passer des Algériens dans leur voiture. En fait, le système était simple, parce que moi j'ai rencontré Hugues le Belge, il s'amenait à la frontière belge, il descendait la personne traversait le bois, il le récupérait de l'autre côté. Et donc c'est comme ça que les Algériens, les militants, pouvaient aller. Et Guy Cudel, les moins jeunes, les plus jeunes, pardon, ne connaissent pas. Guy Cudel était le bourgmestre de Saint-Josse. Il avait donné à l'époque des faux papiers aux Algériens. Il paraît qu'il en a donné jusqu'à 1000, parce que comme il était bourgmestre, il avait les trucs il a donné des faux papiers aux Algériens pour qu'ils puissent circuler comme étant soit des Belges, soit des ressortissants, donc inscrits à l'état civil belge. C'était quand même fort, parce que quand même c'était un bourgmestre, il risquait beaucoup. Et il y avait Serge Moreau, donc le frère de celui qui était bourgmestre de Molenbeek, Philippe, merci, Philippe Moreau. Et donc Philippe Moreau aussi était dans le groupe, mais il faisait moins de travail que Serge, parce que Serge il était le chef du collectif des avocats. Voilà le Front du Nord, les livres qu'il a écrits, et il raconte, ce sont donc des catholiques, des classes moyennes, des avocats. Alors on finit avec le cortège de Aïssiou, Akli Aïssiou, quand il est mort, quand on l'a assassiné le 9 mars 1960. Je crois qu'il y a eu après autopsie, etc. Et l'enterrement s'est fait, je crois, le 20 mars. Et j'ai rencontré une des personnes qui était responsable de ce cortège, et avec des larmes, parce que j'avais fait une conférence sur le 17 octobre, et ce monsieur était là, et il vient, il me dit, vous savez, les larmes aux yeux, hein. Il me dit, moi j'étais dans le cortège, et c'est moi qui ai sorti le drapeau algérien, pour les embêter, parce que c'était interdit. Il a sorti le drapeau algérien ici, ce monsieur. Il est maintenant décédé. Allah yarham. Alors en Allemagne, le SPD, pas le SPD actuel, hein, le SPD de l'époque, et les étudiants libéraux. En Suisse, c'est le réseau bancaire. Pourquoi je parle des éditions de minuit? En fait, dans les éditions de minuit, on a fait sortir tous les livres interdits. Vous avez vu au départ, pour Jamila, c'était édition de minuit. Il y a eu La gangrène, il y a eu La question de Henri Alleg. Il y a eu plein de livres de dissidents français qui ont été écrits, mais on ne voulait pas les éditer en France, donc ils ont été là-bas. Et en Italie, le réseau Mattei. D'ailleurs, Meloni, actuellement, elle a relancé les accords avec l'Algérie en appelant ça le réseau Mattei. Alors, dans les pays arabes, les voilà, Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, et principalement la Yougoslavie dans les pays socialistes. Et puis Vietnam, Chine, Indonésie, parce qu'il y a eu la deuxième conférence de Bandung où on a été invité en 1955. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse lire. Voilà. Mais soyez curieux, allez chercher. السلام عليكم. Tout d'abord, on remercie الحضور على هذا النهار، على هذا اللقاء في الجمعية فraternité algérienne de Mons Borinage، اللي تلاقينا مع مجموعة من الجالية المقيمة في بلجيكا، وعرفناهم على دور المرأة في النضال الكفاح من أجل الحرية، وهذا مبدأ من مبادئ ومن أصول الشعب الجزائري، وهذا الشيء يكون من أجل تحسين وتوطيد العلاقات. شكراً.